La réduction de train de vie des institutions, comment concrétiser cet idéal? Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans cette émission économique Débrief Éco qui reçoit Bertin Thios, notre analyste du jour. Nous allons devoir échanger autour de cette question d'actualité où le président Félix Tshisekedi avait demandé aux animateurs ou acteurs politiques qui, bien évidemment, travaillent dans les institutions de pouvoir réduire leur train de vie, question de permettre ou de renforcer ou d'appuyer les forces armées de notre pays en rapport avec la sécurité. La question principale en économie est cette réduction va affecter notre économie, notre budget. C'est justement notre interrogation dans cette émission économique. Bertin Thios, merci d'accepter notre invitation et bonjour. Bonjour, merci beaucoup à vous, messieurs les journalistes, de nous avoir invités, ainsi qu'à la rédaction, pour que les mélomanes de cette télévision puissent suivre avec intelligence, patience, tout ce qui va se lire sur ce plateau. La réduction des trains de vie des institutions. Tout d'abord, comprendre le concept. La réduction des trains de vie des institutions fait allusion à quoi lorsqu'on parle de train de vie des institutions? Merci beaucoup. Dans la compréhension, je peux dire facile, c'est diminuer le budget lié aux institutions. Quand on dit diminuer les budgets liés aux institutions, nous voyons que dans les budgets, il y a un budget qui est lié au fonctionnement. Il y a aussi un autre budget qui est lié au salaire. Et c'est ces deux enveloppes qui peuvent subir la modification, qui vont perdre leur valeur, c'est-à-dire éliminer un tout petit peu, diminuer plutôt leur somme, afin que ça puisse servir à autre chose. Voilà en termes terre à terre ce que signifie le train de vie ou diminution du train de vie des institutions. Nous restons toujours dans cette même optique lorsqu'on parle des dépenses de personnel, le frais de fonctionnement, justement. Oui, c'est-à-dire, j'avais parlé de deux enveloppes. Il y a une enveloppe salariale, il y a une enveloppe de fonctionnement. Dans cette enveloppe de fonctionnement, vous trouverez une enveloppe d'achat de mobilier, une autre enveloppe de mouvement de mouvement de personnel et une autre enveloppe qui est dédiée aux activités. Mais de l'autre côté, salarial, vous savez tout ce qui compose le salaire d'un fonctionnaire de l'État. Voilà, je crois que c'est un tout petit peu ça qu'on veut nous montrer que l'enveloppe en soi globale est composée de tous ces éléments-là. Super. Alors, une analyse par rapport à l'évolution même de train de vie des institutions, d'après vous, quelle analyse faites-vous? Vous savez, aujourd'hui, la République démocratique du Congo sur le 100% de son budget. Si vous avez entendu plusieurs personnes économistes ainsi que certains acteurs de la société civile ont trouvé que les budgets des institutions étaient budgétivores, c'est-à-dire c'est un budget qui renferme beaucoup d'éléments pas si beaucoup importants, mais qui prend beaucoup d'argent. Par exemple, il y a la partie déplacement de cadres, la partie, surtout la partie déplacement où nous voyons la mobilité de tous ces membres-là et la partie activité. Et cette partie activité et partie de déplacement coûte à la République beaucoup d'argent parce qu'il y a des frais de déplacement qui sont colossales, qui dépassent l'entendement de tout Congolais. Vous retrouverez qu'un ministre national avec son équipe qui doivent se déplacer par jour, il peut avoir 700 à 2000 dollars au-delà même le jour. Donc
quand vous passez au haut cadre, vous voyez que c'est au-delà. Donc nous trouvons que cette somme qui est pratiquement 10 à 15 fois un salaire de celui qui se met du 1er au 30, mais vous le consommez dans moins d'une journée, je crois que quelque part c'est injuste. Et au niveau de l'appareil sécuritaire, on s'est retrouvé que vous savez que avant les efforts qui ont été faits, que nous saluons du président de la République, un fonctionnaire de l'État qui travaille dans la sécurité pouvait facilement avoir 60 $ à 80 $, qui était entre guillemets mis dans le taux de 100 $. Je ne sais pas c'est quel taux qu'on prenait, est-ce que c'est un taux de 95? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont au taux de 95, aussi longtemps que nous sommes dans 285. Donc, on ne sait pas c'était quel taux auquel ils étaient en train de recevoir. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a l'amélioration, un peu d'amélioration, où un militaire peut toucher 100 $. On va y arriver. Ils sont en train de toucher 100 $. Et voilà, quand on parle du train de vie, on compare avec celui qui se bat, celui qui s'engage pour la nation. C'est vrai, il ne s'engage pas pour l'argent, mais aussi, il faut voir ses conditions. Et on regarde celui qui doit aller pour une mission politique. Il a pratiquement 700 au-delà par jour. Je crois que quelque part, il y a de l'injustice et de l'injustice sociale. Alors, lorsqu'on parle de la mauvaise gestion de la loi des finances en rapport avec le budget, ça fait partir aussi de le train de vie des institutions. Vous savez, les budgets doivent être équilibrés. Et quand vous élaborez votre budget pour la nation, vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des urgences. L'urgence numéro 1, c'est la sécurité. L'urgence numéro 2, c'est la santé. L'urgence numéro 3, c'est l'éducation, ainsi de suite. Et votre budget, en termes de pourcentage, doit répondre à cette politique afin de résoudre les problèmes sur le terrain. Mais vous retrouvez que de l'autre côté, vous parlez de la sécurité, vous parlez de la santé, vous parlez de l'éducation, mais de l'autre côté, quand vous regardez, l'argent part du côté politique. Et là, nous regardons, quand nous faisons juste des analyses, des simples analyses, nous trouvons qu'il y a une mauvaise gouvernance au niveau budgétaire. Les budgets n'est pas respectés. Et en dehors de ça, vous allez voir, vous allez vous mettre d'accord avec moi que à un certain moment, nous nous retrouvons qu'il y a trop de sorties dans les pays, mais ces sorties ne nous apportent rien, mais par contre, ça nous fait perdre de l'argent. Quand il y a une sortie où vous trouvez une autorité qui s'envole avec 25 personnes, 40 personnes, et quand ces personnes-là, 40 personnes au-delà, et pour 2 jours, pour une journée, vous voyez que c'est trop coûteux au niveau de la République et ça pose problème. Et c'est comme ça que vous constaterez que les budgets de telle institution a coûté à tel chiffre, mais on vous dira qu'ils sont allés au-delà du budget. C'est parce qu'il y a beaucoup des engagements financiers qui fait l'engagement financier qui fait à sorte que la République ne s'est pas bien tournée par rapport à son développement, mais l'argent est en train de sointer en bas en rapport avec beaucoup de voyages ainsi que beaucoup de frais d'édition qui n'apportent rien. Dans vos interventions, vous avez beaucoup plus mis l'accent sur les urgences, donc ce qui est à la une. Est-ce que réduire le train de vie des institutions est une réponse aux urgences du pays, d'après vous? Merci beaucoup. Quand on parle de la réduction, c'est regarder tout ce qui n'est pas important selon le terme actuel ou selon la période
la période ainsi que les rubriques, bien sûr. Et quand vous regardez, vous vous dites, on peut toucher là-bas, on touche là-bas, on enlève cette somme qui ne sert à rien, qui sert au confort des institutions, nous pouvons le récupérer pour le mettre là où il y a plus de besoins. Et aujourd'hui, c'est très nécessaire parce que vous retrouverez que dans les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui nous informent beaucoup de choses, de vrai et de faux, où les institutions qui sont venues en appui à la République démocratique du Congo, la MONUSCO, une autorité de la MONUSCO qui dit ceux-là qui viennent, c'est-à-dire les M23 qui sont des rebelles, sont plus équipés, plus que même la MONUSCO, plus que même le FARDC, c'est-à-dire ça signifie tout simplement que les équipes qui travaillent ne sont pas, qui n'ont pas de matériel adéquat pour faire face. Et pour avoir ce matériel, il faut avoir le moyen. Et pour avoir le moyen, il faut avoir une loi de programmation. Pour avoir une loi de programmation, il faut l'exécuter. Et si vous avez une loi de programmation que vous respectez dans les écrits, c'est-à-dire la loi de la programmation, c'est pratiquement la politique budgétaire qui est mise au profit de l'armée ainsi que de la police, afin que ces institutions soient autonomes et qu'ils soient capables de riposter à chaque instant qu'il y aura des problèmes. Mais aujourd'hui, cette loi, pour l'armée a été programmée, mais pour la police pas encore. Mais pour même l'armée elle-même, il y a un problème de la gestion de ces fonds pour que l'armée puisse s'acheter des histoires capables de riposter, parce que certes, c'est pas tout simplement l'entraînement, mais aussi la capacité de feu, que nous appelons souvent la capacité de matériel qui sont mises en contribution, peuvent faire en sorte que l'armée congolaise résiste et qu'on puisse booster, mettre en dehors du territoire tous les ennemis qui sont en train de traquer les Congos. Mais si dorénavant le budget n'est pas consistant, donc nous allons continuer à subir et à chercher les tabous ailleurs. Mais ce qu'il faut faire, c'est accepter que les trains de vie des institutions qui prennent pratiquement 70% de notre budget puissent essayer d'être réduits et revoir les compartiments pour que le pays puisse bénéficier d'une sécurité forte, parce qu'un pays qui n'a pas la paix, qui est tout le temps en guerre, c'est un pays qui va souffrir, qui n'aura pas un développement durable et un développement rapide de son territoire. Parfait. La suspension, la mécanisation des agents publics nouvellement recrutés et aussi les déplacements, le voyage font partie justement des éléments qui ont été divulgués pour qui augmentent en fait le train de vie des institutions. D'après vous, suspendre la mécanisation des agents publics, le voyage, tout consort, ça... Comment vous analysez cela d'abord? Merci beaucoup. Quel est votre point de vue? Je crois que suspendre l'engagement de ceux-là qui produisaient déjà, je ne pense pas que ça résout le problème. Par contre, ça amène des conflits. Il ne faut pas chercher des réponses là où il n'y en a pas. Et chercher à ajouter une pression de frustration au travers des pays, je crois que ça ne sera pas objectif. Et je tantôt parlé ici que un ministre qui voyage, il consomme en lui-même dans 4 jours 15 000 $. Un bourgmestre qui voyage, qui consomme en lui-même dans 5 jours 4 000 $. Et que nous avons 2 personnes qui travaillent pendant 30 jours, que vous payez 100 $. Est-ce que ces 100 $ créent des problèmes à ceux-là qui se déplacent chaque mois avec les 15 000 $, avec les 4 000, les 6 000? Je crois non. Certes, il y a des voyages administratifs
qui sont à encourager dans le cadre de la collaboration. Mais nous ne pouvons pas chaque jour nous réveiller. Je crois ceux-là qui nous suivent seront d'accord avec moi. Il y a un certain moment, quand un bourgmestre est là, il ne s'est pas sorti, il va faire même 5 ans. Il n'a jamais piétiné Kinshasa. Et en cas d'urgence, bon, il peut partir. Il y a des gens qui ont fait 3 ans et sans se déplacer. Mais il n'est pas dit que quand vous êtes dans le gouvernement, vous devez vous déplacer chaque jour. Mais il n'est pas dit aussi que les institutions au niveau de la hiérarchie, ils doivent chaque jour appeler les administratifs sur terrain. Ils perturbent l'administration sur terrain. Et quand vous vous retrouvez que vous avez un gouverneur ou un ministre qui fait pratiquement 2 mois, 3 mois à l'extérieur, quand est-ce qu'on va commencer à signer les papiers? Quand est-ce qu'il y aura des études? Donc je crois que c'est toutes ces histoires-là qui entrent en compte. Il faut que le gouvernement essaye de regarder du côté voyage de toutes ces autorités. Et tous ces voyages coûtent de l'argent. Voilà pourquoi nous disons les trains des institutions. Et nous nous retrouvons que tous ces voyages-là prennent beaucoup d'argent, que le commun des mortels qui demande juste leurs $80 et $100 qui sont pris. Voilà un tout peu nos analyses par rapport à ça. Par rapport à ça, merci. On rentre à l'actualité. Récemment, le chef de l'État a doublé les salaires de nos militaires, ce qui est une bonne chose. On peut dire que c'est grâce à cet appel, la réduction des trains de vie des institutions. D'où provient cet argent des récompenses? Merci beaucoup. La République démocratique du Congo a l'argent. Le problème là, quand on nous dit non, vous savez, il n'y a pas d'argent, nous disons c'est faux. La République a de l'argent. S'il n'y avait pas de l'argent, comment il peut y avoir beaucoup de désaccords? S'il n'y avait pas de l'argent, comment nous pouvons avoir les multinationales qui se battent jour et nuit pour avoir nos terres? S'il n'y avait pas de l'argent, pourquoi nous voyons tous ces Libanais ici venir? Et vous avez vu sur les réseaux sociaux, les gens en Chine qui se battaient pour venir au Congo. C'est parce qu'il y a l'argent. Et nous disons qu'il y a l'argent. Monsieur les responsables, nous vous disons, nous, la communauté et la société civile, nous vous disons qu'il y a l'argent. Voilà pourquoi il y a des gens qui veulent venir au ciel, c'est le Congo, au pays où coule le miel, c'est au Congo. Et ils se battent dans leurs ambassades pour venir. Mais quand vous nous dites qu'il n'y a pas d'argent, nous vous disons que c'est faux, il y a l'argent. Mais c'est un problème de la gouvernance. Comment gérer cet argent? Comment faire en sorte que cet argent reste? Comment valoriser cet argent? Comment faire la distribution équitable de cet argent, de nos ressources, jusqu'au niveau le plus bas de la communauté? C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas l'argent. Vous savez qu'il y a un certain moment que l'Union européenne, avec tout ce mécanisme qu'ils ont, ils nous envoient 3 milliards de dollars. Mais quand vous regardez des voyages, ça coûte déjà 3 milliards de dollars. Vous savez, il y a des gens qui nous ont frappé un tout petit peu au niveau des réseaux sociaux. Regardez votre communauté, vos délégués, ils sont venus, ils ont pratiquement mobilisé de grands hôtels quelque part qui coûtaient beaucoup d'argent. Et pourtant, on demandait à ces pays-là de nous aider avec peu d'argent. Voilà, c'est un problème de la gouvernance, comme on l'a dit. Il faut qu'on puisse avoir des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, afin de régler cette question qui est cruciale pour la population ainsi que pour la paix de notre pays. Merci. Dans l'élaboration du budget, la loi des finances 2025, il y a des rubriques pour affecter l'argent. Est-ce que doubler les salaires de militaires, puisqu'on est sur cette actualité, puisque c'est une bonne information, faisait partir aussi de la rubrique pour l'exercice 2025. Est-ce que cette récompense sera continuelle ou bien c'est pour 2 ou 3 mois? Nous disons déjà, le président de la République avait déjà déclaré depuis 2023 et 2022 qu'il devait nécessairement ajouter l'argent, tripler, quadrupler.
jusqu'à 400$ par militaire. Quand il n'était pas aux affaires, vous vous rappellerez, il avait dit que vous aurez l'argent, vous aurez même vos maisons. Je crois que c'est les rêves auxquels il est en train d'aspirer jusqu'à aujourd'hui. Et quand les chefs de l'État parlent, c'est une loi. On doit nécessairement l'exécuter. En l'exécutant, on ne va pas l'exécuter comme ça. Il faut que ça passe par les écrits. Pour moi, le budget 2025 contient déjà l'augmentation des salaires de ces militaires jusqu'à 400$ de militaires. Parce que ça a été dit, et quand le président parle, il faut que ça s'exécute. Ne pas exécuter, c'est la mauvaise gouvernance. Parce qu'avant que le président ne parle, il avait déjà parlé avec ses conseillers techniques en matière financière, en matière de l'économie. Il avait déjà regardé tous ces paramètres. Et quand il parle, je crois que ça devait s'exécuter. Et aujourd'hui, si moi j'étais à la conseiller du président, ne pas exécuter ces 400, c'est mettre tous ces ministres et les autres en prison. Parce qu'ils ont péché. Ils nous ont fait croire, nous, la population, que le président est menteur. Donc, eux nous ont fait croire. Et pourtant, quand le président parle, sa parole est véridique. Ça signifie que tout simplement, on devait mettre tous ces gens-là en prison. On ne devait pas les avoir surnourris. Et comme le pays est en train de marcher de la manière dont ça marche, doubler pour nous la société civile, ce n'est encore rien faire. Nous nous attelons aux paroles de mon président. Parce qu'il est le garant. Il a dit. Et quand il dit, les choses doivent s'exécuter. Nous attendons ces 400. Il ne dit pas que nous ne sommes pas contents, comme je l'avais dit. Nous avons commencé par féliciter parce qu'il y a un pas. Mais quand il y a un pas, je crois que ça mérite un peu d'encouragement. Mais quand il y aura 4 pas jusqu'à 400, il y aura des applaudissements. Président, nous allons vous applaudir le jour où vous aurez à donner 400 pour donner plus de morale, pour hausser la morale de ces gens qui se battent, pour que nous restions dans nos fauteuils, pour encourager ces gens qui meurent, qui laissent leur sang, pour que nous puissions parler français aujourd'hui au micro. Donc, nous avons l'honneur à donner à ces gens-là. Nous devons les honorer. Et en les honorant, il faut que nous puissions d'abord nous accepter de descendre un peu pour que nous puissions faire monter ces couches de la population qui se battent aujourd'hui pour vous. Question peut-être finale, comment concrétiser cet idéal? On revient à notre budget qui est à 18 milliards de dollars américains. Réduire les trains de vie des institutions, est-ce une bonne chose d'après vous? Si oui, est-ce que cela va affecter à notre économie générale qui est notre budget, la loi des finances, exercice 2025? Vous répondez? Oui, je pense que ça ne va pas affecter. C'est clair. Chaque rubrique correspond à un problème à résoudre. Et aujourd'hui, nous ne disons pas que l'argent du développement de nos routes, des infrastructures puisse aller là-bas. Nous n'avons pas dit ça. Et le président n'a pas dit ça. Il ne faut pas lui mettre ce que lui n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il va toucher au niveau de l'éducation, le frais éducationnel. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il va toucher aux sommes de développement. Il n'a pas dit ça. De l'agriculture. Il n'a pas dit ça. Il a dit train de vie des institutions. C'est-à-dire, tout simplement, si un député national touche 36 000 $, il faut que ces députés acceptent que ça soit réduit peut-être à 18. Si sa sortie coûtait déjà 7 à 8 000 par jour, il faut qu'il accepte que ça puisse être réduit. Et qu'il puisse dormir dans une chambre de 150 $. Je crois qu'aujourd'hui, les chambres de 150 $ sont déjà modernisées avec le tout intérieur, jusqu'avec le Wi-Fi. Et si les cousins et les cousines qui sont dans les protocoles peuvent rester à la maison, en train de conseiller les autres enfants à la maison,
mais qu'il puisse partir avec une équipe constante, et une équipe qui peut répondre à toutes ces questions ou les difficultés qui peuvent arriver. Je crois que c'est important. Parce que quand vous vous déplacez avec 200 personnes, c'est un coût pour la République. Mais c'est pour répondre à un besoin peut-être qui ne coûte pas ce que vous avez dépensé. Vous allez pour négocier pour que vous puissiez avoir 30 000 $, mais déjà vous voyagez avec 200 personnes, ça vous bouffe tout ce que vous êtes allé faire. À ce moment-là, de l'autre côté, c'est du tourisme. Ça n'amène rien au Congo. Et ça, c'est du gâchis. Il faut que nous puissions analyser toutes ces histoires-là et nous demandons à tous ces gens-là, c'est de revoir tous ces éléments. Vous devez voyager, je prends un exemple, vous devez voyager pour la Belgique. Vous louez un véhicule en Belgique, on peut le louer à 100 $, mais vous voulez louer à 900 $ le jour. Vous voyez ce que ça fait. Et pourtant, vous deviez peut-être prendre une voiture Peugeot qui vous coûte moins cher, et cet argent va sera bénéfique plutôt à la République que le père de prendre de gros véhicules qui vont faire le même kilomètre qu'un Peugeot, qu'une voiture Peugeot. Vous voyez la manière dans laquelle nous devons réfléchir. Quittons les conforts parce que nous sommes dans la guerre. Essayons de prendre le minimum pour que nous puissions contribuer efficacement et au développement et à la paix. Alors, répondez par oui. Vous êtes partant de cette réduction des trains de vie des institutions? Je suis très très partant parce que c'est nous qui avons commencé. C'est nous qui avons commencé. C'est nous. Nous, c'est la population. Parfait. Nous, c'est la société civile. Monsieur Bertin, Choice, merci de vos interventions. Ça a été un plaisir. Et je rappelle que vous êtes aussi cadre de la société civile, analyste, économiste. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, chers journalistes, et merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis. Et nous voulons que nous puissions changer nos mentalités pour l'avenir du Congo de demain. Merci. Et ainsi prend fin cette émission économique. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi. On se retrouve très très prochainement. À très vite. Bye.